Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis lancent l'opération Hamilton, un raid aérien et maritime conjoint contre le régime syrien. Ce dernier est en effet accusé d'avoir utilisé des armes chimiques contre ses opposants. Au total, 107 missiles de croisière sont lancés simultanément. Le raid est très complexe à organiser. Il est aussi à haut risque, tant sur le plan militaire que diplomatique, notamment par la présence des Russes sur le terrain, aux côtés des forces de Damas. 3 ans plus tard, les acteurs français de cette mission exceptionnelle nous racontent comment ils ont vécu cette longue, très longue nuit. L'idée force, c'était qu'il ne fallait absolument pas déclencher une troisième guerre mondiale, d'où la nécessité à tout moment de maîtriser l'escalade de la violence. Le général Julien, à l'époque colonel, dirigeait le Centre national des opérations aériennes. Nous allions frapper, et le président de la République l'avait annoncé, nous allions frapper un territoire ennemi. Le colonel Emmanuel était commandant des AWACS français. Avec une potentialité de réaction qui était très importante. Cette mission elle est tombée à un moment où l'escadron venait de se déployer en opération extérieure et une partie, notamment les jeunes pilotes, venaient de se déployer dans un exercice qui était Frisian Flag aux Pays-Bas. Et on n'était pas excessivement nombreux à l'escadron à ce moment-là. Le lieutenant-colonel Charles-Édouard était pilote de l'un des Rafales. La configuration de l'avion, elle a été réfléchie dès la préparation, plusieurs mois avant avant la mission. Et elle était faite pour à la fois avoir de l'endurance, à la fois avoir de l'armement de protection. L'avion, pour cette mission, il est équipé de 3 gros bidons de 2000 litres, de 2 missiles Scalp, les missiles de croisière conventionnels. Et puis il est équipé pour l'autodéfense et la protection de 2 missiles électromagnétiques et 2 missiles Mica infrarouges, et puis bien sûr de toute une suite de guerres électroniques. Alors pour éviter de ravitailler trop souvent, on prend toujours ce qu'on appelle la configuration Bravo, c'est-à-dire les 2 gros bidons sous les ailes. Le commandant Hubert était leader de la patrouille des Mirage 2000-5 chargée de l'escorte. Ça évite de ravitailler trop souvent et puis une fois qu'on a quitté le ravitailleur, d'avoir assez de temps d'attente sur zone. On peut éventuellement rajouter un 3e bidon en centrale qui lui par contre nous permet d'être supersonique, notamment si on largue les 2 de sous les ailes. Et après, en ce qui concerne les missiles, donc l'avion peut prendre 6 missiles, dont 2 forcément infrarouges. Les corps de missiles étant les mêmes, les portées sont sensiblement les mêmes. C'est juste le guidage terminal qui change, donc soit infrarouge, soit guidage électromagnétique avec radar. Et donc on choisit là pour le coup la configuration plutôt classique de 4 missiles à guidage électromagnétique et 2 à guidage infrarouge. Il faut savoir qu'une semaine avant le raid, il y avait en métropole, donc en France, aucun avion ravitailleur qui était en mesure de voler. Le lieutenant-colonel Cyril était commandant de bord de l'un des ravitailleurs du groupe de ravitaillement en vol Bretagne. Ce qui était bon, ils étaient soit en opération extérieure, soit notamment aux États-Unis en soutien d'un exercice de la Marine nationale au profit des Rafales de la Marine, donc la semaine avant. Donc il a fallu rapatrier ces avions pour une partie, accélérer les plans de maintenance qui étaient définis pour assurer cette mise en capacité opérationnelle suffisante pour le raid. Il faut préparer rapidement cette opération. Là, on aura moins d'une semaine entre le début et les frappes. L'adversaire, nous l'avons détecté, nous l'avons vu aisément bien avant d'arriver dans la zone d'opération. La WACS était en relation en permanence avec la métropole par différents canaux. Sachant que au fur et à mesure qu'on se rapprochait du théâtre d'opération, la complexité était croissante et là il y avait une bascule de responsabilité et donc l'autorité interarmée de coordination que j'étais avec mon adjoint marine, nous prenions en charge les décisions, ce qui nous permettait d'avoir à la fois une visibilité fine sur ce qui se passait, d'être très réactif.
on a bâti cette mission en lien avec les autres aéronefs impliqués, les autres moyens qui étaient impliqués. Ça a duré plusieurs jours. On va étudier l'ensemble des moyens qui sont présents. On va étudier donc les moyens amis, puis les moyens adverses. On va bien sûr s'intéresser beaucoup à la zone d'opération que nous connaissions, la Méditerranée orientale, et puis le théâtre syrien est un théâtre sur lequel les AWACS en particulier et la France plus globalement est impliquée déjà depuis de nombreuses années. Il peut se passer beaucoup de choses dans une opération aussi complexe. Alors, ces canons conformes, dans notre jargon, nous on appelle ça des what if, donc quoi faire si, et il y a plusieurs dizaines de cas qu'on a briefés et qui couvrent un spectre qui est assez large de circonstances auxquelles on doit se préparer en amont et on ne peut pas attendre que ça se déroule pour réagir. Il y a plusieurs phases. D'abord, une phase de projection de l'ensemble des moyens vers la zone d'action qui est effectivement au large de la Syrie. Donc toute cette phase de projection, elle est en haute altitude puisque nous sommes accompagnés d'avions ravitailleurs qui vont nous donner la longe pour aller jusque dans cette zone d'action. Et puis ensuite vient le moment où on va rentrer vraiment dans la phase tactique de la mission, où il s'agit d'aller délivrer l'armement de manière à se donner le maximum de chances pour nous, donner le maximum de chances à nos missiles, puisqu'il y a en face des systèmes qui veulent intercepter les missiles. Et du coup, le mode d'emploi qui est retenu par le Mission Commander, c'est une pénétration en très basse altitude et à très grande vitesse, sachant que nous allons opérer de nuit, ce qui rend les choses plus compliquées pour une éventuelle interception des avions tireurs et des missiles. C'était assez, même très silencieux. Toute cette phase de mise en place du décollage de la métropole, la constitution du raid, le transit du raid, eh bien, on était dans la mission dès qu'on a quitté la métropole. Et donc vraiment cette concentration, ce silence était assez caractéristique, eh bien, de l'enjeu de la mission, des risques qui étaient encourus. Et chacun dans cet équipage AWACS que j'ai eu la chance de commander allait répéter ses gestes, répéter la séquence. Et je pense que au-delà des directives que je pouvais donner pour encore une fois prendre en compte les derniers éléments, c'était vraiment, j'étais convaincu que chacun dans sa tête rejouait son rôle, rejouait sa partition pour réagir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc une grande concentration, une sérénité, je le pense. Peut-être aussi une fébrilité parce que ça n'était pas anodin que ce type de mission-là. Donc, on essaie de porter et de mettre en avant toute notre expérience et de s'appuyer sur celle-ci pour maintenir cet esprit d'équipage ensemble jusqu'à l'accomplissement de la mission. La phase de pénétration prend plusieurs minutes parce que sans donner les détails et les distances, mais l'idée est d'être discret depuis assez loin pour arriver indétecté. Donc si vous voulez, le cadencement s'accélère. Dans un premier temps, on est en basse altitude, puis petit à petit, on est en basse altitude, on s'approche, on prépare les missiles. Il y a toute une phase de préparation de l'armement et de vérification de l'armement, qui est là plutôt le travail de la place arrière, qui va vérifier le bon enchaînement des missions, le bon suivi du timing, pendant que le pilote est plus sur la gestion-surveillance du suivi de terrain et sa position relative par rapport aux autres appareils. Et puis après, c'est un petit peu un sprint, tout s'accélère et en même temps, il faut aussi écouter ce que dit l'AWACS, donc l'avion radar qui a détecté des pistes qui sont autres que des pistes de la coalition. Et donc il faut l'écouter, il faut intégrer ce qui dit cette AWACS, il faut savoir où sont ces pistes, et puis petit à petit on se dirige vers la phase de tir, où là il y a un petit peu on inverse les rôles, c'est-à-dire que le tir de l'armement est à la charge du pilote,
et le navigateur à ce moment-là va reprendre la situation tactique extérieure, va vérifier que tout est bon, tout ce qui est autour de l'avion est conforme à la préparation, et le pilote se concentre sur la phase de tir, parce que là, ce qui est indispensable de respecter, c'est des paramètres de tir, des paramètres de cap, des paramètres de vitesse, des paramètres de hauteur, des paramètres de timing. Je ne vais pas dire que c'est techniquement difficile, mais on passe d'une phase où on est au pilotage automatique, où il faut le reprendre à la main pour le remettre au pilotage automatique. Voilà, il y a un petit travail une petite habitude où le pilote, là, pour vraiment être précis dans ses gestes et pour pouvoir tirer les missiles dans les conditions nominales, est assez concentré sur la phase de pilotage. L'environnement est dense parce que y a tous les chasseurs français, chaque chasseur aimé. Il y a aussi les bateaux, des bateaux de toute nationalité équipés de radars, donc radars de surveillance, radars de conduite de tir. Il y a tous des systèmes qui traînent un peu partout. Donc le détecteur de menaces, en effet, lui, il détecte pas mal de choses. Ça filtre également, ça fait des priorisations. Et puis après, nous, on voit un peu tout ça. Donc on va dire, ça impressionne un petit peu, d'autant qu'en plus, c'est une saturation comme ça, on n'en a pas beaucoup, on n'en voit pas souvent, on en voit en exercice, donc TLP, TLC, comme dans les stages qualifiants en Mission Commander, mais à part dans ces situations-là, on n'en voit pas trop. Et il faut arriver à discriminer ce qui est bien interprété de ce qui l'est mal. Forcément, tous les radars travaillant dans la même bande de fréquence, il y a des ambiguïtés. Donc vous pouvez avoir des surprises des fois sur ce qui est affiché. La complexité, elle n'était pas directement liée au nombre de vecteurs impliqués, au nombre d'effecteurs. Le colonel Emmanuel. Air et Marine, parce que je n'oublie pas nos partenaires de la Marine nationale qui étaient également impliqués fortement. Elle était peut-être plus compliquée et en tout cas assez caractéristique par la synchronisation des effets, la synchronisation des feux. C'était peut-être quelque chose qui était le plus marquant pour cette opération. Et c'est quelque chose, imaginez, sur un théâtre à plusieurs milliers de kilomètres, avec des unités qui sont distantes les unes des autres depuis plusieurs centaines de kilomètres, d'être capable de manœuvrer à la seconde près. On va dire, décollage et mission effectuée, on s'est reposé après 9h40 de vol. Le commandant Hubert. Qui est un vol très long. Je ne crois pas que ce soit le plus long. À ma connaissance, il y a déjà eu des vols de 10 heures qui ont été faits en Mirage 2000. Mais on s'approche quand même vraiment pas loin de la limite haute de ce qui a été fait en Mirage 2000. Enfin, quelque chose qui était aussi particulier sur cette mission, au-delà de la durée, comme je l'évoquais, plus de 10 heures de mission, ce qui impose quand même une condition physique et morale, psychologique particulière, c'était quand même la menace qui était en face de nous, même si nous connaissons bien l'adversaire syrien. Il est épaulé par d'autres États-puissances, et je pense bien sûr aux Russes, qui nous mettaient dans une situation où nous allions frapper, et le président de la République l'avait annoncé, nous allions frapper un territoire ennemi avec une potentialité de réaction qui était très importante. Même si c'est un saut dans l'inconnu. Le général Julien. Le fait que nous nous entraînions depuis le début de notre carrière nous apporte une certaine forme de... Alors, sérénité, le terme est peut-être un petit peu fort, mais disons que dès on arrive dans l'avion, que l'avion part et qu'on arrive sur le théâtre, on a des automatismes qui se mettent en place et là, on déroule ce qu'on a appris et ce pour quoi on s'est entraîné toute une carrière. Et c'est vrai que pour moi qui ai connu le cockpit du Mirage 2000 avec des missions très fortes, celle-ci, quand même, depuis la WACS, reste vraiment l'expérience de toute une vie. L'opération Hamilton, avec le général Julien, à l'époque colonel, commandant du Centre national des opérations aériennes, le colonel Emmanuel, commandant des AWACS français, le commandant Hubert, leader de la patrouille des Mirage 2000-5, le lieutenant-colonel Charles-Édouard, pilote de l'un des Rafales, le lieutenant-colonel Cyril, commandant de bord de l'un des ravitailleurs. Un podcast de Frédéric Lerthe et Jérôme Bonnard pour Aérobuzz.